Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue dans ce 17e Expert Insight. Les Expert Insights sont des formats de 45 minutes, toujours des discussions ouvertes avec 2 managers et ma petite passion, c'est le décloisonnement. Donc on choisit toujours des thématiques sensibles avec 2 points de vue, pas forcément opposés, mais en tout cas complémentaires. Et du coup, le format spécifique, c'est d'à la fois, répondre à vos questions en live et en même temps s'appuyer sur les bonnes pratiques et aussi les fails de Kevin et Manon. Pour me présenter juste en un mot, je m'appelle Edith, je travaille pour Avisio et j'anime un réseau de 750 top managers qui peuvent réaliser des prestations RH comme l'assessment, le mentoring, de la recommandation, du part-time, plein d'autres choses et plein d'événements. Et on organise ces conversations Expert Insight environ une fois par mois. J'étais un peu moins assidue en septembre. Et on est contente de reprendre du coup avec une thématique très chaude. C'est une thématique qui revient souvent dans nos échanges, que ce soit avec les founders, avec les DRH et comme certains l'ont fait remonter, avec les marketeurs. Du coup, on a aujourd'hui dans les participants à peu près un tiers de chaque. Donc ce que je vous propose, Manon, Kevin, c'est de vous présenter et pour les participants qui sont déjà là, vous pouvez répondre dans le sondage, à votre métier et aussi faire un petit coucou dans le chat, comme ça on sait qui est là et c'est toujours plus sympa. Sachant qu'à l'inverse, les questions que vous poserez ne se posent pas dans le chat, mais se posent dans l'onglet questions et qu'on upvotera les questions. Voilà. Manon, est-ce que tu veux bien, te présenter en quelques mots? Allez, je vais commencer. Bonjour à tous. Donc Manon, moi je suis la DRH de Wikaza. Donc Wikaza, on est une société française de 80 collaborateurs et nous sommes une marketplace spécialisée dans les services à domicile. Donc on vient faciliter l'accès à un certain nombre de services. Ça peut être beauté, coiffure, massage, garde d'enfants ou ménage. Et on travaille donc en plus de nos 80 collaborateurs avec un peu plus de 10 000 pros indépendants donc qui interviennent chez nos clients. Et avant ça, donc j'ai travaillé moi chez une société qui s'appelle Recommerce Group et ensuite chez Lucas, donc entreprise SaaS qui fournit des SIRH. Voilà, en quelques mots. Et donc chez Wikaza, donc on a juste pour préciser une quinzaine de nationalités différentes dans nos équipes. Et vous êtes déjà présent aussi au UK, c'est ça? Exactement, on a aussi du business au UK et on en prévoit d'ouvrir un second pays plutôt fin d'année prochaine. Trop bien. Merci beaucoup Manon. Kevin, à ton tour, tu nous racontes? Ouais, donc Kevin, utilisateur de Wikaza, c'est ce qui Ah, est dans la vie. Non, président, cofondateur de Supermood, on est 45. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la feedback intelligence, c'est remonter le feedback des collaborateurs dans les boîtes pour savoir ce qui s'y passe, avoir de l'objectivité sur comment se passe notre transfo, etc. Et donc, on accompagne toute boîte qui fait plus de 100 personnes, qui est en transfo, à comprendre sa transfo, travailler tous les sujets humains ou business. Ça va être la marque employeur, mmh. justement, ou l'engagement, ou la strat, ou voilà. Et avant, j'ai pas fait grand-chose. J'ai monté Ça la fait déjà 7 ans que tu as monté, Ouais, ça fait ouais. 7 ans. On est une vieille startup et sinon, pour le background, en gros, je suis data scientist et donc j'ai bossé dans des boîtes dans une boîte en Californie en data science. Voilà. Trop bien, c'est notre petite Californian touch. Merci beaucoup, c'est super clair. Pour donner à nos participants un peu une idée de comment on va fonctionner, on a toujours des thématiques qu'on aime bien. Donc forcément, on va parler du sujet de l'ownership, comment on dispatche ça entre le market, la direction, les RH et puis aussi parfois les managers et d'autres parties prenantes. On passera aussi le petit focus sur l'influence du CEO et là, je crois que Kevin, tu as pas mal d'idées. On touchera aussi à la question de l'externalisation et l'internalisation. À quel moment c'est pertinent? Oui, non, sous quel format, quelles conditions? Et pour être très pratique ou concret, on touchera au sujet des prios, sachant qu'à 12h15, on lève les stylos et l'idée, c'est vraiment de terminer à temps. Donc, on prendra un maximum de questions. Donc, pour ça, vous pouvez commencer à écrire vos questions dans l'onglet questions et il y a un système d'upvote. En gros, vous appuyez sur les questions qui vous paraissent les plus pertinentes et on les prendra au fil de l'eau. Sachant que, comme vous êtes souvent timide, j'ai ma première question pour être très concret. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur comment fonctionne la marque employeur à la fois chez Wikaza et chez Supermood? Vas-y, maman. Je commence. Ouais.
Alors, donc chez nous, alors déjà, on a une particularité, c'est que Wikaza a été fondé par 5 personnes. Donc, on a 5 fondateurs, avec une fondatrice dans l'équipe. Donc, on n'est pas sur, au niveau de la direction, une personne qui porte vraiment le message. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, donc nous, on travaille vraiment en binôme avec Fanny, qui est la Head of Brand chez Wikaza. Donc, ce sujet, il est principalement porté par donc Fanny et moi, et les fondateurs sont plutôt impliqués pour vraiment définir la vision, ce vers quoi on veut aller, donner les grandes lignes, et ensuite le déploiement des différents projets autour de la marque employeur, quels outils, comment on traque, etc. C'est vraiment géré donc à la fois avec Fanny et moi. On a un point toutes les deux, tous les 15 jours, où on se balaye les différents sujets, les différents projets sur lesquels on travaille. Et donc, on bosse vraiment main dans la main. Pourquoi? Parce que c'est un sujet, la marque employeur, qui a des impacts donc très forts internes, mais aussi externes. Et ce dont on veut s'assurer, c'est qu'on est cohérent entre ce qu'on véhicule auprès de nos clients, ce qu'on véhicule auprès de nos candidats et auprès de nos salariés, mais aussi ce qu'on véhicule auprès de nos professionnels. Donc nous, on a cette particularité, c'est qu'on a aussi cette communauté de 10 000 pros indépendants qui ont aussi, voilà, vers qui on communique et qui doivent avoir des messages aussi cohérents que ce qu'on communique pour nos salariés, nos candidats ou nos clients. Donc voilà, on s'assure vraiment d'être uniforme et homogène sur ce point. Donc c'est clairement ce binôme-là qui est très fort chez Wikaza, et c'était un peu aussi ce qu'on avait chez Lucas. Donc je pense que c'est pas un sujet qui peut être porté que par les RH. Et d'ailleurs, dans l'Expert Insight, on aurait clairement pu avoir aussi un ou une CMO avec nous pour en discuter. Ouais. Voilà comment on fonctionne chez Wikaza. Trop bien. Et juste quand tu parlais des équipes market chez vous, c'est qui? C'est côté CMO? C'est dans la main de la communication? Oui, alors c'est plusieurs personnes donc nous, ça s'appelle l'équipe brand. Donc il y a Fanny qui est la Head of Brand, donc avec qui je centralise les sujets, avec qui on se met d'accord sur la stratégie, la roadmap, ce sur quoi on va bosser cette année. Et ensuite, donc je travaille beaucoup avec aussi Guillaume et une autre Fanny, donc qui eux sont plutôt en charge des réseaux sociaux, des RP, voilà, de la communication externe au sens large, et avec qui on définit plutôt les canaux qu'on va utiliser, quel est le message précis qu'on va faire passer. Voilà, ça plus pour l'aspect externe. Ok, hyper clair. Et toi, du coup, chez Kevin, c'est un peu chez Supermood, pardon, c'est un peu les mêmes procédés? C'est le même dispatch en termes d'équipe? Alors, non, on n'a pas de RH chez Supermoon. C'est un peu spécial pour une boîte qui fait beaucoup de RH. Ouais, grave. Donc, c'est moi qui m'en charge en tant que président. Et pour moi, la marque employeur, tu as 3 trucs. Tu as c'est bio de Danone, quoi. Ce qui se voit à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est déjà la culture en interne. Après, tu as le positionnement de ta marque, qui est un truc qu'on travaille beaucoup avec la CMO et donc l'équipe marketing. Et ensuite, tu as tout ce qui est le sourcing, le spread, où pareil, c'est marketing. Donc vraiment, le binôme, c'est CEO, CMO. Enfin, je suis président, mais président CMO. Et voilà. Et donc, chacun est responsable de soit du reach, soit de la définition et de l'animation de ce qu'est notre culture et comment on la pousse à l'extérieur. Trop bien. Et ça veut dire qu'au quotidien, pour autant, tu échanges pas mal avec les équipes recrutement pour aussi être aligné, j'imagine? On n'a pas d'équipe recrutement. On est en RPO. Ouais. Donc on a des gens en RPO. externe. Par contre, on les brief. Ouais. On a par exemple un culture book qui est vachement détaillé, et donc ça permet à n'importe quel recruteur qui vient chez nous de savoir exactement ce qu'on cherche pas. Et l'idée, c'est que moi, je m'occupe aussi de la presse et des relations médias, que quand je fasse un événement à l'extérieur, les valeurs de la boîte et donc des gens qu'on cherche se ressortent énormément. Justement, on parlait tout à l'heure avec Manon et Kevin, on s'est connectés 5 minutes, du rôle des managers. Donc, une fois que c'est incarné, que l'ADN est incarné par les fondateurs, par les DG, que la strate est collaborative entre les RH et les CMO, comment est-ce qu'on arrive à faire cascader ça pour que finalement, ce soit aussi porté par les collaborateurs actuellement en poste? Tu veux y aller, Manon? Je te laisse la main, allez, pour celle-ci. Ouais,
créer. C'est une super question. Nous, on parlait juste avant de lancer le live de nos fails. Et nous, un de nos fails, c'est que très vite, on a décentralisé le recrutement. Donc, quand on était 10, c'était chaque manager, chaque head-off qui recrutait. Or, c'est des gens qui avaient déjà assez peu managé dans leur vie et qui avaient surtout jamais recruté. Et donc, on a une dilution de la qualité de recrutement hyper forte. Et donc, au fur et à mesure qu'on a scalé, on a mis en place un vrai programme où les gens sont entraînés en gros, à poser des questions sur les valeurs, sur le poste, etc. Et donc, il faut pré-mâcher beaucoup le travail. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Je vais le faire en live. Je ne sais pas si j'ai le droit. Edith, regarde, C'est un bon test. C'est du live. Mais un truc tout con, on s'est dit, à une époque, donc on a changé, mais ça, c'était nos valeurs de 2018. Entre chaque valeur, on avait mis des questions ou des comportements à vérifier chez le candidat. Et des trucs tout con, mais quelqu'un qui trashait son boss précédent, son manager précédent, c'était un red flag pour nous. Voilà, donc des trucs très... on pourra envoyer la slide si vous voulez. Mais des trucs très opérationnels. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la qualité des candidats qu'on attirait et qu'on recrutait était meilleure. Et surtout, qu'on avait certains candidats qui ne venaient pas chez nous, souvent pour des questions de métier, ce qu'on leur proposait comme métier, ce n'était pas ce qu'ils cherchaient, nous référaient par contre à d'autres candidats qui étaient en recherche, des copains. Et donc là, on a encore recruté un développeur parce qu'on a refusé un de ses amis en poste et il a adoré le truc. Et donc, en fait, on fait de la marque employeur aussi par référol. Par référol, ok. Bon, ça nous parle bien chez Avisio, parce qu'on ne fonctionne que par référol, mais trop bien. Et il y a juste une question de Marion. Merci Marion. C'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça. Qu'est-ce que vous attendez de la marque employeur? Je pense que c'est une super question pour lancer les débats. Concrètement, chez Wikaza, c'est quoi un peu ce que tu attends? Et ça fera le point avec une autre question sur les objectifs. Oui. Alors, déjà, juste pour revenir un petit peu sur ce que je mets derrière moi, ce mot-là, en gros, pour moi, donc c'est vraiment l'image de marque de Wikaza vis-à-vis à la fois de ses employés et aussi donc, des candidats. Donc, il y a ce qu'on disait, un impact qui est à la fois interne et externe. Donc, un principal enjeu qui est développer l'attractivité de Wikaza, avec en interne, je pense que le point important, c'est avoir des salariés qui sont engagés, qui sentent qu'ils sont reconnus et valorisés dans l'entreprise. Bien sûr, ça a un impact forcément... moi, mes attentes, c'est un impact sur le churn, très concrètement, de collaborateurs, avoir des collaborateurs qui se sentent bien et donc qui sont plus fidèles. Et en externe, ce que j'attends, donc, c'est arriver à faire transparaître, faire comprendre quelles sont nos pratiques en interne, attirer plus facilement des talents, travailler un peu plus sur de l'inbound et passer un peu moins de temps à sourcer des candidats, avoir des profils qui sont qualifiés plus rapidement et augmenter le taux d'acceptation de nos offres d'emploi. Donc, c'est un peu ça mes attentes à la fois sur la partie interne et externe. Est-ce que Kevin, tu rejoins? By the way, il y a Roy Brockman qui est aussi CMO qui insiste là-dessus. Tu as déjà répondu à la question Manon, mais il parlait de la rétention des talents. Donc oui, clairement, Roy, il semble y avoir un lien très fort. Oui. Pardon, vas-y Manon. Vas-y. Non, vas-y. Cool. Ce que j'attends de notre marque employeur, nous, c'est que ça nous ramène les bons candidats. C'est-à-dire qu'on soit assez clivant pour que ça ne nous ramène pas des gens dont on se fiche complètement parce qu'ils ne sont pas du tout dans notre culture. Et aussi qu'on ne passe pas à côté des quelques candidats qui vraiment nous intéressent. Dans une boîte de 45, quand tu recrutes quelqu'un, en gros, tu rajoutes 5% à ta boîte en termes de people. Donc, en fait, on est sur un jeu où notre but, c'est pas d'avoir de la masse, mais d'être sûr qu'à la fin, la personne qui va rester sur les 50 qu'on a interviewé, ça soit la bonne. Et donc, nous, je sais qu'on a une marque employeur un peu la plus clivante possible et un peu la plus élitiste sur les candidats qui nous intéressent possible. Ça veut dire quoi, clivant dans votre marque employeur? Parce que là, tu nous teases, mais on veut savoir. Ouais, on est ultra cash et ultra transparent. Ouais. Donc, dans le parcours candidat, il y a des candidats, je coupe au bout de 10 minutes en disant ça va vraiment pas le faire parce que je te trouve arrogant.
Bon, bah, c'est assez clivant, mais au moins, nous, on ne prend pas des gens arrogants. Sur comment on source les gens, on ne fait pas d'outreach massif. Mm. On a des outils genre HireSuite ou Lemlist qui te permettent de faire de l'outreach, mais on essaie de vraiment personnaliser à 100% le truc. Et à la place de dire salut, j'ai vu que tu étais passé par Blablacar et Back Market, et donc Supermoon, c'est l'évolution logique. On dit plutôt je pense que tu en es là dans ton poste, de ce qu'on en sait, généralement, il va te manquer ça, 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 mais tu as compris ça, ça, ça. Mm. Nous, chez Supermoon, on a vraiment ce truc qui fonctionne. Voilà. Et Ouais. après, on pose des questions hyper dérangeantes. Par exemple, moi, je pose des questions. Si tu viens chez nous et que ton manager part au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Si la moitié de l'équipe part, qu'est-ce qui se passe? Si au Mm. contraire, on triple l'équipe, qu'est-ce qui se passe? En fait, on augmente la friction au fur et à mesure du process pour être sûr qu'à la fin, les gens qui veulent vraiment nous rejoindre, eh ben, ils sont dans notre culture. Mm, Trop bien. Tu voulais compléter, Manon? Oui, peut-être pour compléter sur l'aspect sélection vis-à-vis de ta culture et en fin de compte vis-à-vis aussi des soft skills de la personne. Je suis complètement alignée avec toi et je pense que par exemple chez Lucas, ça nous est arrivé vraiment beaucoup de fois de laisser passer des candidats brillants avec toutes les hard skills qu'il fallait sur le poste, mais par exemple qui n'étaient pas du tout alignés avec les concepts de transparence qui sont très forts chez Lucas. Donc, les concepts de collaboratif, on pense d'abord au collectif avant de penser à soi. Et vraiment, on a très souvent laissé passer des candidats très très bons sur leur métier, mais qu'on ne voyait pas du tout évoluer sur le long terme dans l'entreprise. Et donc ça, entre autres, chez Lucas, on avait un exercice qui s'appelait le grand oral qui permet à la fin aux candidats de rencontrer une dizaine de salariés de l'entreprise. Et donc, c'est très clairement le moment du check, du culture fit. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on avait des candidats qui avaient passé brillamment toutes les étapes précédentes, les business cases. C'était très bien passé avec le manager. En fin de compte, qui arrivait à cette étape-là. Et on se disait tous avec les 10, non, au-delà du poste, on ne voit pas cette personne évoluer sur le moyen et le long terme dans l'entreprise. Et ça, c'est hyper important de ne pas s'arrêter à un moment donné à un poste ouvert, une position avec des compétences précises, mais de voir un peu plus loin, est-ce que tu vois cette personne évoluer à moyen long terme aussi, peut-être dans d'autres équipes, dans ta boîte. Ça, Ouais, pardon, vas-y. pour rebondir et Manon sur l'inverse, je fais l'avocat du diable, parce que nous, c'est notre deuxième fail. À une époque, on ne recrutait que sur la culture. Fit, ouais. Et donc, et le problème, c'est que tu te rends compte que quand il y a quelqu'un qui n'est pas au niveau sur son poste ou qui fait un poste un peu à côté de ce qu'il voulait faire, même s'il est super sympa, super dans tes valeurs, eh ben, il ne reste pas. Et donc, ça avait un impact assez énorme sur la rétention où les gens nous quittaient au bout de 6-8 mois avec le sourire en disant c'est la meilleure boîte du monde, mais ce n'est pas pour moi parce que ce n'est pas le poste que je voulais. Et donc, on a vraiment eu un balancier entre 100% culture, 100% voilà, et maintenant, on est entre les deux. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de liens directs et palpables de la marque employeur sur le recrutement. Il y a d'ailleurs plusieurs questions dans le chat autour de ça. Et plus globalement, comme c'est incarné de toute façon, c'est très concret pour les RH. Pour autant, c'est très pensé par le market et c'est très incarné aussi par les founders. Je propose de prendre les questions sur ce sujet d'alignement et comment on aligne notamment les OKR et les objectifs. Il y a la question d'Olivia qui est la plus votée, qui est quels sont les indicateurs que vous suivez pour piloter la marque employeur? Ça, Kevin, peut-être? Sachant, juste pour rappel, Kevin, dans ses clients, toi, tu as la moitié du CAC 40 de mémoire. Du coup, tu as aussi une vision comment ça se passe côté grand compte. Et aujourd'hui, il y a des startups, des scale-up et du CAC 40 dans les participants. Ok. Alors, nous, en interne, on n'en a qu'une, c'est le taux d'acceptation de nos offres. C'est-à-dire, quand on fait une offre, il faut qu'on soit à plus de 75% d'acceptation. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et on a réfléchi à plein de trucs sur le sourcing, etc. Mais on se rend compte, par exemple, au début, on voulait avoir le nombre de candidatures, qui est un peu la KPI naturelle à mettre en place. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien de qualitatif là-dedans. Vous pouvez avoir 10 000 personnes qui postulent, mais pas qualifiées. Et quand on est sur des postes de codir, par exemple, faites ce que vous voulez, c'est avoir par des recommandations quelques candidats et qu'il y a un coup de cœur. Donc,
notre seule métrique pour nous, c'est le taux d'acceptation du nombre de postes. Et après, avec nos clients, quand on travaille la marque employeur en interne, donc il y a tout un travail avec les collaborateurs sur qu'est-ce que vous avez ressenti pendant le parcours candidat, quelles sont nos valeurs, contre qui on se bat. J'ai un exemple, on pourra prendre après Edith là-dessus. Et donc, souvent, les métriques, ça va être la durée du cycle de recrutement, le nombre de CV qui arrivent sur des postes pénuriques, pas sur tous les postes, mais sur les postes pénuriques, et le taux d'acceptation. Et après, en interne, on fait un check interne sur les collaborateurs en disant, est-ce que vous trouvez qu'on communique assez et assez bien à l'extérieur? Est-ce que vous êtes fiers de l'image d'employeur à l'extérieur? Et est-ce qu'on peut améliorer des choses? Voilà. Des indicateurs hyper people-oriented, quanti et quali. Ouais. C'est comment chez Wikasa, Manon? C'est un peu dans le même esprit ou tu touches à des sujets marketing aussi? Oui, c'est un peu dans le même esprit. Alors, de manière sur la partie quanti, donc, alors nous, on fait effectivement des enquêtes à la fois auprès des candidats et auprès des collaborateurs pour évaluer l'impact et l'efficacité de ce qu'on met en place autour de la marque employeur. Donc, pour les candidats, ce qu'on va principalement regarder, c'est aussi le taux d'acceptation des offres. Ensuite, plus en interne, ça va être le taux d'attrition et l'employé, le NPS. Donc, de manière très quanti, si on doit vraiment en sélectionner 3, ça va être ces 3 indicateurs-là. Et de manière quali aussi, nous, ce qu'on va demander, donc ça, c'est plutôt, on demande ça aux personnes à la fin de leur période d'essai. C'est par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre ce que tu avais perçu de l'entreprise durant les entretiens avant d'intégrer Wikasa et ce que tu constates aujourd'hui au bout de quelques mois dans la société. Ça, c'est hyper important pour nous pour vérifier qu'on a les bons niveaux de discours, donc à la fois côté RH, à la fois aussi dans nos communications, mais aussi tous les intervenants dans les différentes étapes d'entretien. On parlait tout à l'heure des hiring managers, qu'on est bien tous alignés sur le discours et qu'on partage bien les mêmes choses. Et vérifier aussi qu'en pratique, en interne, on est également bien aligné. Donc, c'est aussi ça qu'on va regarder. Est-ce qu'il y a une différence constatée entre les attentes finalement des candidats et ce qu'ils voient réellement quand ils intègrent l'entreprise. Sur ces questions des attentes, justement, il y a la question assez piquante et rigolote d'Amélie qui est sur Welcome to the Jungle, qui dit « Je constate qu'en startup, la communication externe sur la marque employeur se limite souvent à une page sur Welcome to the Jungle. Comment passer à la next step et quelles sont-elles ?» C'est un gros morceau, mais peut-être déjà sur comment on se limite à Welcome et puis ensuite concrètement les steps d'après que vous recommandez. Tu veux que je commence, Kevin ? Vas-y, je veux bien. Ouais. Alors, déjà, je pense qu'il y a parfois aussi des outils qu'on oublie et qu'on délaisse un petit peu. Et alors, nous, ça a été aussi là, le cas au début chez Wikasa, c'est les pages Glassdoor, qui sont vraiment très regardées par les candidats, ce qu'on a constaté. Et donc, vraiment essayer d'alimenter aussi ces outils-là. Après, au-delà de ça, moi, ce que je trouve efficace et ce que j'aime bien faire, c'est de faire parler les collaborateurs dans le sens où rédiger des articles, co-rédiger des articles avec des salariés, montrer ce qui est réellement, qu'est-ce qu'un job de business developer chez Wikasa, qu'est-ce qui va le différencier d'un job de business developer dans une autre entreprise, c'est quoi le quotidien, quels sont un peu les projets intéressants sur lesquels on travaille, enfin voilà. Donc faire parler les personnes qui font les jobs et aussi leur proposer d'indiquer, et c'est ce qu'on avait fait par exemple, on a une PM chez nous, Elsa, qui a rédigé un article sur ce qui est réellement ce qui est être un salarié chez Wikasa au quotidien, comment elle vit la culture, les valeurs, voilà, vraiment, ça sort directement de sa bouche et c'est pas simplement une communication d'entreprise, une communication RH, c'est vraiment de faire parler les personnes qui vivent ça au quotidien. Donc ça, voilà, c'est intéressant. Donc là, utiliser, donc rédiger des articles, faire des événements en interne, des portes ouvertes, des Vie ma vie, permettre aux personnes de venir voir, sentir ce qu'est réellement la culture, comment est la vie dans les bureaux, comment on bosse tous ensemble, peut-être venir voir des rituels concrets de l'entreprise.
voilà, de mon côté, sur ce que je trouve efficace en ayant testé un certain nombre de choses et plus concret pour les candidats. Donc Glassdoor, la co-rédaction d'articles et faire venir vraiment impliquer l'existant en fait. Oui, tout à fait. Et Kevin, c'est les mêmes strats chez toi, chez tes clients? Ouais, bon, Welcome to Jungle, c'est un passage un peu obligé. Ouais. Nous, en termes d'outils, etc., j'avoue qu'on n'a pas grand-chose d'autre. Ce qui va jouer, c'est le côté fondateur qui prend la parole sur LinkedIn, dans la presse, etc. Et donc, voilà, nous, je sais qu'on a eu beaucoup, beaucoup de candidats sur le fait d'avoir poussé les vacances illimitées depuis, ça fait 4-5 ans qu'on en fait. Et donc, outre le fait que les vacances illimitées, c'est cool, il y a toute la culture derrière de si on donne des vacances illimitées, c'est parce qu'on responsabilise le collaborateur, etc. Et donc, ça, c'est des trucs qui pollinisent et qui, au fur et à mesure, font vivre. Après, encore une fois, c'est un jeu avec très peu d'élus. Donc, nous, passer dans les échos ou TF1, on s'en fiche un peu. Ce qu'on veut, c'est être connu dans la sphère startup. Voilà. Et exemple, faire un webinaire à visio, c'est un truc qui permet de travailler sa marque employeur. Donc voilà, c'est plus de la présence avec du contenu qui est pertinent et puis sourire et montrer qu'on est sympa. Et puis voilà. Mais juste, Peut-être juste excuse-moi, non, j'allais dire juste pour ajouter quelque chose. Il y a aussi des outils qui sont intéressants, alors en fonction des pratiques que vous avez dans vos boîtes, mais c'est vraiment de viser aussi des labellisations. Ça peut être des awards, ça peut être des labellisations type Happy at Work, des choses comme ça, mais pour aussi un petit peu marketer les pratiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on a longtemps pas fait chez Wikasa, plus par humilité, pas forcément pas voilà, l'envie de trop en faire, mais tu vois, là récemment, on a dit bon, ok, on a des super pratiques en matière de diversité et inclusion, en particulier pour une boîte de notre taille, et ça depuis le début, c'est quelque chose qui est très fort chez nous. Donc voilà, on a sauté le pas, on a candidaté, et là on a eu le Talent Award diversité. Et c'est des choses jusqu'à maintenant qu'on ne faisait pas trop, mais on voit les impacts et on voit que les candidats nous disent j'ai vu que vous avez eu cet award, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les pratiques concrètes, etc. Et ça lance un peu la discussion, donc ça permet de mettre en lumière aussi ce qu'on fait. Donc il y a la même chose pour la parentalité, par exemple. Vous avez des pratiques très, très, très ancrées sur ce sujet. Il y a aussi des très bons labels, Parents at Work, des choses comme ça. Donc, ne pas hésiter à valoriser aussi des bonnes pratiques. Ouais, tu disais valoriser l'existant. Dans ce sens-là, il y a la question de Calix, qui est aussi DRH, qui dit en matière de marque employeur, pardon, j'ai l'impression qu'il est difficile de l'améliorer, mais qu'en quelques secondes, elle peut être dégradée dramatiquement. Comment éviter le bad buzz, les mauvais ratings? Tu parlais de Glassdoor avant. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques là-dessus? Il a raison, Calixte. C'est sûr que tu peux. Souvent, ouais. Une goutte de poison dans un bon thé, ça fait que tu peux plus boire le thé. Et donc, je pense que c'est plus, il faut avoir une réputation solide. Et une fois que tu as une réputation solide, tu peux largement te défendre, entre guillemets, en tant que boîte. L'exemple de Balance ta startup, il était hyper intéressant parce que tu as eu une ou deux boîtes, par exemple Welcome to Jungle, où tu as un ou deux témoignages qui sortent et tu sens dans l'écosystème que le témoignage, il a vraiment été pris comme une exception parce que c'est une boîte qui a une culture qu'on sait très forte, etc. Pareil sur les cultures clivantes. Tu prends la culture d'Alan, culture hyper clivante. Mais tous ceux qui sont passés dans les entretiens d'Alan, c'est soit ils ont... Il y a Alan et il y a Welcome là aujourd'hui. Eux, j'avais vu. Mais soit tu adores, soit tu détestes. Et au moins, je pense que quand tu es, selon les critiques qui sont faites à Alan, on peut critiquer parce qu'on n'aime pas la culture, mais on ne peut pas critiquer la cohérence et la force de la culture d'Alan. C'est impossible. Voilà. Et après, sur les outils genre Glassdoor, il y a une question sur est-ce qu'il faut biaiser Glassdoor ou pas. Glassdoor de base, c'est ultra biaisé. Il y a plein d'études qui montrent qu'en fait, vous avez que des 1 sur 5 ou des 5 sur 5 sur Glassdoor. Normalement, vous avez une répartition des notes qui fait une cloche. Là, ça fait un beau U. Donc, il faut être pragmatique. Je trouve que c'est un outil biaisé. Il faut l'utiliser. Et donc, il faut pousser à répondre. Comme les labels, c'est complètement... Enfin, moi, je suis assez anti-label.
Mais faut avouer que ça fait un petit logo. C'est pas du tout pour ça que vous allez avoir un super candidat qui va accepter. Il va jamais, enfin Manon, je pense, hein, il va jamais venir pour le label diversité. Ça va avec le scale aussi, je pense. Carrément. Avec, Je pense que le label, ça te permet simplement de mettre en avant ce que tu fais et de lancer la discussion Voilà, c'est ça. justement C'est une pour étincelle. expliquer tes pratiques. Mais concrètement, oui, c'est pas pour ça que le candidat va accepter ton offre. Ça permet juste d'ouvrir la discussion et de mettre en lumière ce que tu fais quand tu le fais bien. Exactement, c'est ça. Mais je pense que essayer de minimiser les bad buzz, Ouais. en fait, c'est pas possible et c'est pas la solution. il vaut mieux solidifier ta marque. Exactement, c'est ça. Ouais. Il y a pas mal de questions justement dans ce sens-là. Alors, j'ai essayé d'être juste. Alors, on a répondu en partie à la question d'Aurore qui était dans les leviers que vous avez testés pour votre marque employeur. Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné? Je pense que vous avez donné pas mal de tips, mais l'autre partie de la question, c'est et le moins bien fonctionné. C'est les fameux fails. Est-ce que soit Bad Buzz, soit en externe, il y a des trucs que vous avez regrettés? Pas forcément dans vos boîtes actuelles, vos boîtes d'avant, tes clients Kevin. On a, j'ai donné les deux gros fails, soit diluer le recrutement, etc. Il y a des choses qui ont moins bien fonctionné. Là, allez, je repartage mon écran. Je repars sur le truc des vacances illimitées. On pensait que ça allait être un argument quand même assez déterminant. Et du coup, on fait des super moods en interne pour ça. Et on a posé la question sur la politique de congé illimité. Qu'est-ce que ça a impacté? Enfin, est-ce que vous êtes venus pour ça ou pas? Ouais. Et donc, on se rend compte que quand même, pour la moitié des gens, ça a été un élément différenciant, mais ça n'a pas du tout été un choix essentiel. J'ai l'impression que parfois, il y a la bonne idée au niveau strat. Ouais. Et après, comme tu disais tout à l'heure, Manon, il y a la réalité du terrain. Et parfois, c'est bien pensé dans un bureau fermé avec plein de bonnes intentions. Mais qu'après, voilà. Comment on fait justement pour garder le lien avec ce terrain? Surtout, comme on a dit, c'est dispatché, il y a le market, il y a les HR, il y a les founders. Comment on reste cohérent dans tout ça? Je pense oui, on l'a un peu dit sur la fréquence, évaluer fréquemment l'efficacité de ce que tu fais. Donc, ça peut être par des enquêtes internes, des choses comme ça. Et après, nous, là, ce qu'on a monté chez Wikaza, donc on a monté une culture team avec des salariés de chaque équipe. Et donc, on se réunit une fois par mois. Et le but, c'est justement de discuter avec eux de ce qu'on a mis en place, ce qui fonctionne moins, qu'ils puissent nous remonter les points de friction, leurs idées. Enfin, il y a un moment, même si on lead le projet HR Market, il y a parfois des choses qu'on peut louper et puis il y a des bonnes idées qui arrivent, qui peuvent ressortir. Donc, ça peut être un outil d'avoir un peu cette équipe qui se réunit avec plusieurs personnes qui sont intéressées par le sujet de la culture au sens large, donc en incluant cet aspect marque employeur et travailler avec eux, co-construire avec eux le culture code dont tu parlais, qui est quelque chose qui, selon moi, ne doit pas uniquement être construit par juste founder, HR, mais voilà, impliqué dans la rédaction de ce type d'outils. Donc, c'est vraiment ça, c'est essayer de faire des sondages fréquents pour avoir de la data, du concret, et puis monter cette petite équipe pour les inclure dans la réflexion, et puis avoir régulièrement aussi du feedback en live. Et justement, quand on a du feedback, parfois, ça veut dire que la marque employeur, on est obligé de la faire évoluer. Ouais. La question de Florence, afin de redéfinir et lancer une nouvelle marque employeur, par quoi commencer les 3 étapes? Ouais. Je pense qu'on peut parler, c'est plus global sur comment on fait évoluer la marque employeur. Vas-y. Non, vas-y. J'y vais. Oui, ouais. Écoute, je dirais que la première chose, c'est déjà d'arriver à faire un peu un état des lieux de ce que tu as aujourd'hui. Donc, c'est quoi aujourd'hui ta marque employeur? Interroger donc les employés, les candidats, arriver à faire un peu une map de l'existant, quels sont les canaux que tu utilises, leur impact, avoir un peu cette première vision. Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce que cet état des lieux met en avant, reflète ce que tu as vraiment envie de faire passer comme message? Ça, c'est le deuxième point.
Donc, c'est quoi, enfin, voilà, la différence entre l'identité et la culture de la boîte que tu as envie de faire transpirer? Est-ce que concrètement, les salariés ou les candidats peuvent en comprendre? Et qu'est-ce que toi, tu as envie de mettre en avant comme point qui peut te différencier, par exemple, de tes concurrents? Tu parlais tout à l'heure, Kevin, d'être un peu clivant. Enfin voilà, ça peut être ça. Qu'est-ce qui va te différencier vraiment? Et donc après, designer concrètement ton identité de marque, tes ambitions. Qu'est-ce que tu veux formaliser à la fois en termes d'avantages pour tes collaborateurs, rémunération, les avantages, les bénéfices en termes de carrière, qu'est-ce que tu as à proposer, formaliser aussi les différentes conditions de travail que tu proposes à tes collaborateurs. Donc, par exemple, là, tu parlais des congés limités, parler de comment tu reconnais le travail, tu donnes la reconnaissance à tes équipes, est-ce qu'ils sont, quel niveau d'autonomie ils ont, etc. Et puis, voilà, quelle quelles sont tes pratiques, plus en termes de culture, de feedback, la confiance, voilà, arriver à formaliser un peu ces piliers, mais une fois que tu as déjà un peu audité l'existant et que tu as mis en avant les éventuels écarts. Mixé. Justement, tu parlais de salaire. Est-ce que l'un de vous deux peut répondre à Roy? C'est est-ce que vous avez, qui est du coup CMO, est-ce que vous avez un exemple de collaborateurs qui n'ont pas cédé aux sirènes de salaire plus élevés ailleurs grâce à vos efforts d'employer branding et marketing? Sympa comme question. Mais vous avez, je pense, pas mal déjà donné d'éléments. Mais... Est-ce que c'était particulièrement sur le branding? Je sais pas. Par contre, sur le positionnement de ce qu'on fait et comment on l'explique, oui. Ça, clairement. Alors, et d'ailleurs, c'est un peu tricky parce que nous, par exemple, on est une boîte à impact. En faisant le process que tu disais, Manon, nous, on s'est rendu compte qu'on se battait pas forcément contre un pay-fit ou quoi. Ouais. Donc, beaucoup de boîtes en transition énergétique ou écologique parce qu'il y a ce côté sens impact. Et donc, il y a quand même cette balance. Il ne faut pas que les gens ne viennent que pour l'impact. Ouais. Sinon, c'est quand même déceptif. Ouais. Parce qu'on a quand même une action business quoi, derrière. Et en même temps, il faut que le salaire ne soit pas un bloquant. Donc, il faut arriver à jouer dans le discours entre tu viens, mais tout le monde aime le bien-être et tout ça dans l'entreprise. Cool, mais ça, c'est la base. Et derrière, il faut que le poste et le salaire soient en adéquation. Donc, clairement, on a attiré plein de gens comme ça. Mais parfois, ça a été, je fais l'avocat du diable, ça n'a pas été pour les bonnes raisons. Parce que ça ne suffit jamais. En fait, il faut toujours... on vient de le voir, il y a plein de facteurs. En fait, c'est difficile d'isoler, quoi. Exactement, c'est ça. Il y a encore une question sur le fit, c'est la question d'Aurel. Quand un candidat est au top pour les missions du poste, mais pas en fit à 100% avec la culture de l'entreprise, quelle solution pour trancher ou prioriser? Comment choisir entre l'impact sur la culture et le besoin business? Vous devinerez qu'elle a un passif de sales. Impact. En fait, je réponds rapidement, mais tu as un threshold où en dessous, ça passe pas. Et ce threshold, il doit être très, très haut. Parce qu'il suffit de, pareil, comme le truc du thé et du poison, il suffit d'une ou deux personnes pour foutre un bordel incroyable dans toute ton équipe. Si c'est un contributeur individuel pourquoi pas, et encore, faut faire attention. Mais moi, en 7 ans de boîte, à chaque fois que j'ai fait rentrer quelqu'un où on avait un doute sur la culture, ça s'est mal passé. Et parfois, ça se passe pas mal avec lui, mais avec tous les autres avec qui il râle et ses gossips et compagnie, etc. Donc, je pense que la théorie, là, il faut vraiment la mettre en pratique. C'est non, quelqu'un qui n'est pas dans la culture d'entreprise, il n'a rien à faire dans l'entreprise. Mais justement, sur ces sujets de marque employeur, si jamais on décide, pour la petite histoire, c'est la question d'Henri, qui est le fondateur d'Avisio, qui est un peu dans tes bottes, Kevin, qui dit, si on décide de recruter un Employer Branding Manager pour produire les contenus, est-ce qu'on l'intègre du coup à l'équipe marketing ou HR? Et tu as commencé à répondre en disant la définition du besoin par les RH, mais le reste par le marketing, 90% des compétences ce côté market. Manon, est-ce que tu partages ce point de vue? Tu as quelqu'un, toi, tu nous as expliqué ton modèle, mais imagine plus scalé, tu la mettrais où, la personne de la marque employeur? Oui, écoute, je pense très concrètement je suis assez d'accord sur le positionnement plutôt dans l'équipe brand, en l'occurrence chez nous, notamment parce que c'est
sur les compétences concrètes de création de contenu, de rédaction et quels sont les bons outils marketing à créer. Je pense que c'est là qu'il faut le positionner, avec toujours un lien très fort avec mon équipe, mais je pense qu'on le positionnerait clairement plus dans l'équipe brand chez nous. D'accord. Je ne sais pas si Karine est là, qui est chez Edenred, et elle, justement, la marque employeur, et dans les grands groupes, c'est souvent intégré côté HR, donc c'est aussi intéressant de voir avec le moment de boîte. Je vous propose de passer à la thématique de l'internalisation et de l'externalisation. Il y a Julien qui a ramassé plein de votes. Julien Cadeau, qui est du coup CEO d'une entreprise humanoïde. Ce serait quoi les avantages à externaliser la gestion de la marque employeur versus la garder en interne? Alors, là, instinctivement, ce que je dirais, c'est que ça dépend un petit peu du contexte de boîte. Donc déjà, est-ce que tu as une équipe qui est suffisamment étoffée pour pouvoir travailler seule sur ces sujets en interne? Ça, c'est le premier point. À quel stade de croissance tu es? Ensuite, deuxième chose, je pense que tu as des contextes de boîtes qui nécessitent d'avoir un appui externe. Par exemple, quand tu es dans des contextes de fusion, des choses comme ça, où tu as parfois deux cultures qui se rencontrent et un besoin, tu vois, d'avoir un œil externe qui t'aide un peu à reformaliser ta proposition de valeur. Donc, ce type de contexte de boîte peut nécessiter d'avoir une personne qui vient t'aider, notamment pour réaliser l'audit et mettre un peu en place les premières actions. Donc voilà, pour moi, ça dépend du contexte, de ta taille, de tes équipes. Est-ce que tu as suffisamment de personnes en interne qui peuvent prendre le sujet? Deuxième chose, contexte à un moment T de croissance externe, voilà, qui peut nécessiter d'externaliser. Parce que de ton côté, Kevin, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je dirais, tu peux pas tout externaliser parce que pour moi, c'est un sujet qui est fondamental dans la boîte. Même at scale, c'est que les people que tu recrutes qui finalement vont te permettre de scaler ta boîte ou pas. Et donc, c'est un sujet CEO à minima COMEX. Et comme il doit être incarné, tu dois avoir un supplément d'âme, il faut que ça soit quelque chose que prenne le CEO et l'ownership. Là, dans la question de qui a l'ownership, moi, je suis hyper tranché. C'est le plus haut possible dans la boîte. Et en même temps, je trouve que c'est pas l'un ou l'autre. L'externalisation, elle peut aussi compléter parce que comme ce que disait Manon, en fait, la marque employeur, elle touche à 1000 sujets. J'allais y venir et c'est comme le fait de mettre dans le market. En fait, c'est une question de compétences. Ouais. Par contre, tu peux externaliser toutes les compétences. Et ce qui est assez intéressant par rapport à ce que tu disais, Manon, c'est que quand tu es en interne, parfois, tu es un peu humble. Et donc, un prestat externe qui voit plein de trucs peut te dire aussi, non, mais là-dessus, allez-y, c'est super. Ouais. Nous, on a mis 5 ans à sortir un article sur les vacances illimitées, alors que ça fait 5 ans. Et il y a des startups qui, au bout de 6 mois, avaient fait déjà des super articles, etc. Ouais. Et ça, si on n'avait pas été poussé par l'externe, on ne l'aurait pas fait. Donc, voilà, je trouve qu'il y a aussi des belles valeurs à externaliser, mais il faut que le cœur même reste en interne. Tu peux pas le... Ouais, on peut pas tout. Il y a Fanny Carlier dans les participants qui a lancé le studio À Jour. Et elle, justement, elle aide les entreprises à valoriser l'existant. Comment on met à valeur les choses qu'il y a déjà. Donc, elle travaille soit avec les founders, soit avec les DRH, soit avec les CMO, soit avec les trois. Justement, c'est ce travail un peu de c'est quoi de l'extérieur, raconte-moi, et moi, je t'aide à mettre en valeur. Donc, on ne réinvente pas. Et on mais oui, c'est ce travail de prise de recul que parfois tu n'as pas toujours quand tu es la tête dans le guidon et que tu vis au quotidien tes valeurs et ta culture. Est-ce que vous avez d'autres petites recos en termes d'externalisation, même si je comprends que le gros de la strat doit quand même continuer d'être porté par l'interne? Est-ce que vous avez, je sais pas, des trucs qui vous ont marqué, des bouquins, un gourou du sujet ou un outil qui a changé, qui a fait la différence ou pas? Pareil, ça c'est une question pour tout le monde. Vous pouvez écrire dans le chat si vous pensez. Fanny qui dit coucou. Si vous pensez à des références, on a l'habitude sur ce type de format que c'est du collaboratif, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat vos bonnes idées. Ouais, mais je pense que sur la partie suivi, data, analyse, il y a un moment où tu ne peux plus le faire en Google Form, mais si tu veux vraiment avoir des choses qui sont pertinentes, il faut que tu trouves un outil qui puisse le faire, te sortir des bonnes datas, avoir une bibliothèque de questions pertinentes à poser, etc. Donc ça, plus pour l'évaluation de l'efficacité
de tes pratiques en interne. Après, est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres choses Oui, il y a... En fait, maintenant. Je me suis dit, je vais pas trop enfermer. Mais oui, en l'occurrence, voilà, donc ça pour la partie data, hyper important. Après, je sais pas si Kevin, toi, tu as en tête des plateformes ou des choses spécifiques qui ont bien fonctionné chez toi. Alors, Supermood, c'est extraordinaire, mais à part ça, tu as Maki People et Tesgoria qui se sont lancés, ou Assess First, qui est un peu moins récent, mais assez solide, qui sont assez intéressants sur l'analyse des soft skills ou des hard skills. Ouais, on fait aussi ça chez Avisio, l'analyse hard skills via l'assessment. C'est vrai que c'est un bon moyen quand même pour amener, tu parlais de prise de hauteur, pour prendre un peu de hauteur et pas non plus foncer parfois. Exactement. Et chez Avisio, vous êtes sur la version en plus très quali parce que tu as vraiment un humain qui fait le boulot. Mais si pour certains postes, super, quand tu commences à scaler, l'outil te permet de faire les deux. Et donc, ouais, c'est un bon truc. Et après, en termes d'externalisation, un truc tout con, ça dépend des CEO, mais il y en a beaucoup qui se font aider sur leur communication externe, rédaction de LinkedIn ou ce genre de choses. Et c'est con, mais c'est un impact très fort en fait. Ouais, j'allais dire, sur le sujet, tu parlais beaucoup des CEO. Il y a quand même beaucoup de CEO. Nous, on mentor aussi des CEO sur comment on peut prendre la parole, etc. Il y a toute une brique d'accompagnement qui peut être sur ces métiers-là, comment tu incarnes encore plus. Et il y a aussi des DRH qui sont mentorés spécifiquement sur les sujets de marque employeur en collab avec le market. Ouais. Je vois qu'il est 12h17, il reste 2 questions. On fait la fameuse mitraillette. Une question, 30 secondes. C'est la question... Alors, il y a la question d'Aurore. J'ai le sentiment que vous gérez tout ça en interne avec plus ou moins des équipes dédiées. Vous êtes combien dans vos équipes? Ça, on a plus ou moins répondu. Et vous n'avez jamais sous-testé le sujet externe. Ouais, alors attends, celle-ci, je pense que c'est bon. Vous avez fait le tout. Une seconde. Ben non, on est bon. Hein. On a déjà répondu. Trop bien. Merci en tout cas. Si vous avez un petit mot de la fin, on a compris qu'il y a plein de services un peu partout, que tous les deux vous recrutez et vous avez donné plein d'insights. Moi, je retiens notamment les sujets bien soignés Glassdoor, la co-rédaction d'articles, s'appuyer sur l'existant, s'appuyer sur ses salariés, voir les sujets vacances, potentiellement salaire, labellisation. L'importance de la culture team et de vraiment formaliser aussi l'existant, prendre le temps. Mais je pense que la clé de tout ça, c'est quand même la bonne collab entre chacune des équipes, sinon c'est ingérable pour ensuite le cascader aux équipes. Il y aura un replay de cet événement. Et si vous avez d'autres questions, parce qu'on n'a pas l'occasion, je vous mettrai les coordonnées de Kevin et Manon si vous voulez poursuivre l'échange. Et quant à moi, je vous enverrai le replay cet après-midi au plus tard. Et le prochain événement qu'on organisera, et a priori, soit justement sur la relation de RH et founder, spécifiquement. Voilà. Et comment ils bossent mieux ensemble, avec tout l'impact que ça a en startup, notamment en phase de scale. Voilà, merci à tous. Je vous laisse un dernier mot, Manon, Kevin. Non, mais merci à tous pour les questions très intéressantes. C'est un sujet qui est très vaste, donc c'est difficile en 40 minutes de le parcourir. Donc, avec plaisir, si vous avez des questions complémentaires, pour qu'on puisse en discuter. Puis oui, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est aussi accepter de ne pas avoir un impact qui soit vraiment court terme quand vous mettez en place les différentes choses. Je pense que c'est un petit peu ça, accepter que ça prend du temps entre ce que vous déployez et l'impact concret que vous voyez sur votre attractivité ou sur la rétention. Et puis aussi oser communiquer. Et nous, c'est longtemps ce qu'on n'a pas fait chez Wikaza. Donc voilà, oser partager les bonnes pratiques et les réussites. Je pense que c'est important. Trop bien. Pareil, j'espère que c'était clair. Il y a plein de trucs à dire. Il y a un truc à faire, c'est cet après-midi, vous prenez les 10 dernières personnes que vous avez recrutées et vous leur posez la question pourquoi tu es venu chez nous et quel type d'autre offre tu avais et tu as refusé. Pourquoi. Et je pense que c'est un premier pas pour bien comprendre ce qui fait notre supplément d'âme. Et parfois, on n'est pas du tout conscient de ce qui fait notre supplément d'âme. Voilà.
Ouais, c'est un super tip. En tout cas, merci comme d'hab, c'était hyper concret. Merci d'aussi dévoiler les bonnes pratiques et les fails. Moi, j'adore ça et je pense que tout le monde a le même avis, donc c'est toujours un moment d'engagement. Et puis, je vous dis à tous à bientôt et merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Bye bye, salut. Bye.